Depuis quelques jours, circule chez certaines féministes blanches l'explication ultime aux émeutes qui agitent les quartiers et terrifient la France. C'est le virilisme. Lève-toi, prends-toi, essuie-toi, fais tes pompes. Chauffe-toi, kiffe-toi, lave-toi, save-toi. En mode hip-hop, voyou, peu importe, donc tes couilles rentrent dans le costume que tu portes, ferme la porte. Les voisins te quittent, fais-leur un sourire, en l'air vers ton travers. T'inquiète, tu as la lettre, c'est ce que je vais te dire. Mon délire, tu pourras même t'en sortir sans savoir lire ni écrire. Parce que le courage vaut mieux que des thunes. Y'a pas de surhomme, 3, le respect dépend de toi. Faut savoir miser tes couilles, mise à l'amende, faut de couilles en tout. T'as qu'à trouver à investir à la prochaine fois. Ces manifestations de colère qui se sont soldées par plein de destructions, elles seraient dues, selon elles, à une masculinité toxique. Une masculinité toxique développée par les hommes, mais surtout par les hommes des quartiers. Et on pense tous à quels font référence, ce sont les hommes noirs et arabes. Ces analyses ont d'autant plus le vent en poupe qu'est sorti dernièrement le livre de Lucille Pétavin qui s'appelle « Le coup de la virilité ». Dans ce livre, elle analyse la catégorie homme comme une catégorie homogène, sans distinction, sans hiérarchie, dans laquelle la violence de tous les hommes serait de même importance et du même ordre. Pire que ça, elle nous explique que face à la violence viriliste, face à la violence des hommes, l'État est obligé d'investir des milliards dans la police et la justice. Donc en fait, elle est en train d'inverser totalement l'ordre de domination. Alors il faut savoir que le budget de la justice, chaque année en France, c'est 9 milliards d'euros, dont 4 milliards d'euros consacrés à l'administration pénitentiaire. L'immense majorité des dépenses pour l'administration pénitentiaire sont faites pour des hommes. Donc voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'autrice reste aveugle, très aveugle à la manière dont la violence des hommes blancs, maintenant institutionnalisée, permet de préserver l'ordre racial, permet de préserver la hiérarchie raciste. Une hiérarchie raciste, un système raciste dont les femmes blanches profitent aussi. En somme, elle oublie de dire que les femmes blanches peuvent être aussi bénéficiaires de la violence des hommes blancs. Et c'est pour ça que des femmes blanches sont aussi solidaires des hommes blancs. Ce livre, il a été promu par des figures importantes de la gauche et des féministes, notamment Sandrine Rousseau. Et cette promotion d'un tel livre, il est révélateur d'une lecture extrêmement réductrice et caricaturale de l'ordre social et même du patriarcat chez certaines féministes. Le problème, c'est que derrière les beaux discours, derrière tous les discours qui mettent l'accent sur l'articulation des luttes, ces féministes ont au final une lecture monocausale. En somme, les autres rapports de domination ne seraient pas grand-chose face à la domination masculine. En témoigne le tweet de Lucille Pétavin suite aux émeutes. Elle a tweeté « La violence des hommes, encore », mettant sur le même plan la violence policière et la violence des hommes de quartier qui, rappelons-le, se révoltaient après le meurtre de Nahel. Moi, je trouve quand même qu'en tant que féministe, là, ce qui devrait nous interpeller, c'est la violence masculine. C'est-à-dire que la police, c'est une violence masculine, mais ce qui se passe dans les cités, c'est une violence masculine au quotidien, en fait, contre les mères, contre les sœurs, contre les filles, contre les personnes qui œuvrent au bien collectif, contre les profs. La focale sur la composition exclusivement masculine des personnes interpellées pour mettre en avant une explication basée sur le genre a été repris par d'autres figures féministes de la gauche, notamment Clémentine Autain ou bien encore Christine Castelin-Meunier. Oui, mais ce nom, moi je la connaissais pas. Je connais pas toutes les sociologues nuls. Hein. Mais au fond, pourquoi ces prises de position nous posent problème? Qu'est-ce qui nous dérange là-dedans? Tout d'abord, nous nions pas que la problématique de la masculinité est présente dans ces émeutes et qu'elle doit être discutée. Mais tout d'abord, il faut revenir sur le véritable scandale de ces prises de position. Elles mettent au second plan la problématique raciale alors qu'elle est primordiale. Comment est-il possible, dans une explosion de colère qui est causée, on le rappelle, par un énième crime policier, d'avoir une explication d'abord centrée sur le genre pour mettre au second plan la question raciale? C'est juste aberrant et même indécent. Il faut bien comprendre que la mort de Nahel a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un vase qui a été rempli d'années et d'années de domination policière, fait
d'humiliation, de contrôle, de violence et même de mort. Mais cette colère, elle n'est pas seulement due non plus qu'aux violences policières. C'est aussi la colère face à un système qui fait des Noirs et des Arabes des citoyens de seconde zone. Des citoyens qui sont relégués dans des territoires à l'abandon, paupérisés, dans lequel il n'y a plus de services publics. Un système qui les condamne aux emplois les plus précaires, les plus stigmatisés, les plus mal payés, et ce, quand ils ont un emploi. Un système qui les stigmatise dans les médias, dans le champ politique et même à l'école, à peu près partout. Tout cela, les féministes blanches le balaient d'un revers de main en centrant l'explication sur une mauvaise éducation masculine. Comme si le problème majeur dans cet épisode, c'était la réaction de ces hommes face à ce système qui les écrase. Et non le système injuste en lui-même. Mais même au-delà du racisme, même dans une perspective de compréhension des rapports de genre, leur explication est extrêmement problématique. Le journaliste Richard Verly remarque dans Blick « Je n'ai pas vu le portrait d'une insurrection française, j'ai vu des jeunes hommes qu'un rien peut faire basculer dans la violence. Pas un père de famille n'était présent dans l'assistance, que des mères en larmes, des copines énervées, des sœurs et des filles déboussolées, les prévenus baissent la tête », écrit-il. Disons-le clairement. Effectivement, les hommes de quartier, mais les hommes en général, sont davantage portés sur la violence. Ils sont socialisés de manière à ce qu'ils expriment plus facilement leur colère par la violence. C'est un fait. Et effectivement, il est bien plus facile pour un garçon d'être violent que pour une fille d'être violente, parce que c'est plus mal vu de l'être pour une fille. Mais une fois ce constat fait, et alors, qu'est-ce qu'essayent de nous dire ces féministes blanches ? Est-ce que ça veut dire que la colère qui peut être exprimée par la violence doit forcément être délégitimée? Faudrait-il, selon elles, que les garçons prennent modèle sur les filles en ayant une colère un peu plus calme, sage et posée? Mais là, on voit que, à vouloir défendre la cause des femmes, elles en viennent à défendre des positions stéréotypiques sur ce que serait le comportement d'un garçon et celui d'une fille. Et plus précisément sur le rapport à la violence. Elle donnerait l'impression d'une rupture nette entre les filles et les garçons, notamment dans les quartiers, entre les garçons sauvages et les filles très sages et très tranquilles. Pourtant, si les rôles genrés font que les filles participent beaucoup moins à ces actions de violence, est-ce qu'on peut dire qu'elles ne soutiennent pas les hommes qui les commettent, qu'elles ne les comprennent pas, qu'elles ne les encouragent pas, voire même qu'elles aimeraient elles-mêmes y participer? D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que les femmes de quartier se désolidarisent en bloc du comportement des hommes des quartiers durant ces émeutes? Il y a de quoi en douter. Et même nous, au contraire, on parie davantage sur un soutien moral, voire même plus, envers les comportements de leurs frères. Les jeunes individuellement, ils ne se sont pas dit « allez, je vais casser ». C'est aussi un ras-le-bol qui est partagé par toute une couche de la population. Oui, c'est malheureux. Il y a des, voilà, on est sur Nanterre, il y a des lieux à Nanterre qui ont été détruits et ça me touche de les voir détruits, mais ça me touche moins que la mort d'un enfant. Et même la violence en elle-même de ces révoltes ne m'ont pas choquée parce que elles sont à la hauteur de la violence du geste en tout cas. Mais en plus, cette image de la violence exclusivement masculine ignore le fait que les femmes peuvent être violentes et qu'elles le sont davantage dans certaines catégories sociales. Par exemple, loin du cliché raciste des femmes des quartiers d'immigration dociles et dominées par les frères, des études montrent qu'au contraire, elles développent des stratégies de résistance et de réponse face à ces dominations. Des stratégies qui empruntent parfois même au code de la virilité, avec un subtil mélange de féminité et de virilité. Pour creuser un peu ça, je vous invite à aller lire notamment les travaux de Stéphanie Ruby et son livre « Les crapuleuses ». Mais il y a juste à lire les études sur les quartiers populaires, il y a plein de travaux sur le sujet. De même, il nous semble important d'interroger cette notion de masculinité toxique, qui au fond sert surtout à taper sur les hommes des catégories populaires et en particulier sur les hommes noirs et arabes. Ces hommes qui sont davantage dans une expression un peu plus viriliste, un peu plus machiste, mais cette expression viriliste, elle a des explications sociologiques, c'est lié à leurs conditions matérielles, et notamment le fait qu'ils ont peu de capitaux économiques et culturels et qui sont obligés, pour se mettre en avant, pour se valoriser, de miser sur le seul capital qu'ils ont, celui de la virilité, celui du corps, celui de la force physique. Et ça encore, c'est quelque chose de très connu en sociologie. Il suffit de lire les travaux de Bourdieu ou même d'Olivier Schwartz qui a étudié le monde ouvrier. Ou le capital guerrier?
Voilà, personne l'a lu, mais voilà, allez le lire parce que c'est quand même intéressant. Mais la focale sur la masculinité toxique pour expliquer les émeutes pose aussi un problème plus large. Elle va dans le sens d'une mise au pas de l'État, dans le sens d'un autoritarisme et d'un sécuritarisme, puisqu'elle stigmatise toute colère qui s'exprimerait par la violence, ne donnant absolument aucune légitimité au mode de lutte violente. En somme, elles font du modèle cliché de la petite fille sage, tranquille, qui fait pas de bruit, un modèle à diffuser. Devant la justice, il ne faudrait surtout pas être violent. Ce qu'il faudrait, c'est être sage, être discipliné, juste dialoguer. Quand bien même cette injustice est sourde depuis des années et des années à votre colère. D'ailleurs, je vous conseille ce livre sur comment la non-violence protège l'État. J'ai fait là, mais je ne sais pas où. Mais cette vision d'une réponse qui devrait être forcément sage, bien dans les clous, bien tranquille, même si elle n'est pas entendue, cette réponse-là, même les femmes des quartiers d'immigration ne l'acceptent plus. D'ailleurs, il suffit de tourner son regard vers le sud, de regarder les mouvements de résistance pour voir que les rapports genrés à la violence sont beaucoup plus complexes que ce que veulent en faire croire ces discours. Si effectivement les hommes sont davantage dans des modes d'action plus directement violents, les femmes ne sont jamais très loin. Que ce soit en soutien moral, mais même parfois en première ligne avec les hommes. On peut par exemple songer à ce qui se passe en Palestine, au Kurdistan, mais aussi le grand rôle joué par les femmes durant la guerre de libération algérienne. Ces femmes-là ont été à côté de leurs hommes pour la lutte pour l'indépendance, et même dans la violence. Enfin, à l'heure où tout le monde parle de l'importance d'avoir une analyse intersectionnelle, il serait temps d'être cohérent et de se pencher sur le cas des hommes non blancs, qu'on ne peut pas réduire à la catégorie homme. Parce que la relation complexe entre race et genre tend à faire d'eux des barbares, des sauvages. En tout cas, pas vraiment des hommes. Démarrage top, catastrophe dans ton poste, ça va finir au poste. À quoi bon sert mettre ta ceinture, on s'est fumé en voiture. Chacun pour sa peau, tout le monde tire la compter.